de l'Ouest et du Centre, c'est de montrer à la face du monde jusqu'où le projet Simandou n'est pas un slogan, c'est une réalité, et de le montrer jusqu'où le président de la République générale Mamadi Doumbouya est en train d'œuvrer dans le cadre de la construction portière. Ce projet semble crucial pour une intégration économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le projet du port de Simandou et la vision du MOU d'Abuja pourraient servir d'exemple de coopération sous-régionale. Nous avons eu l'honneur de visiter le nouveau port qui est un projet d'envergure pour la Guinée. Nous voulons profiter de cela pour saluer et reconnaître la valeur ajoutée pour le développement de la Guinée et toute notre gratitude aux plus hautes autorités de la Guinée. Cette visite ici au port du consortium Simandou représente un signal fort pour ses visiteurs en termes d'inspiration et de vision de transformation de la Guinée à travers ses ressources minières. La formation des conseillers du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle se poursuit à Conakry. La rencontre mobilise des cadres d'une dizaine de pays et porte entre autres thèmes sur l'élaboration d'un plan de formation. C'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui accueille cet événement majeur. Moussa Komara et Nabila Moussa Kamara. Dans un monde en perpétuelle évolution, la formation professionnelle devient la clé du développement durable et de la compétitivité des nations. Conscient de cet enjeu, le RAFPRO, Réseau africain pour la formation professionnelle, a initié un programme d'excellence. La formation des conseillers en ingénierie de la formation et l'élaboration d'un plan de formation. Nous fondons l'espoir qu'au terme de cette session de formation, vous sortirez avec des outils qui permettront aux pays membres du RAFPRO d'avoir sur les terrains des cadres pétris de compétences, capables d'identifier les besoins en formation et de bâtir des plans de formation aux différents publics cibles. Du départ des formateurs de haut niveau, ces participants venus de plus de 10 pays africains vont découvrir pendant 5 jours comment structurer une offre de formation efficace, innovante et adaptée aux réalités locales. Nous allons vraiment passer les étapes du processus d'ingénierie de la formation de façon à donner, à mieux outiller les conseillers qui sont déjà des experts dans ce domaine-là. Il y a des questionnaires, il y a des formulaires d'analyse, il y a des critères même d'analyse qui vont être déployés tout au long du séminaire. Ce rendez-vous de Conakry sous l'égide de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel se veut un carrefour d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Nous sommes à une phase de développement socio-économique où nous avons besoin de cadres compétents, de cadres qualifiés. Alors, cela suppose une bonne formation. Et faire une bonne formation suppose maîtriser l'ingénierie de la formation. Cette session n'est pas une première en Guinée, mais cette fois, il s'agit de construire des architectes du changement, capables de planifier l'avenir de la formation professionnelle africaine. Dans l'actualité encore, un important débordement d'eau s'est récemment produit dans les installations de la société minière de Mandiana située dans la localité de Loïla. Heureusement, plus de peur que de mal. Toutefois, la société est accusée d'avoir déversé de l'eau contenant des produits toxiques. Mais après analyse, les spécialistes concluent que ces eaux de débordement ne représentent aucun danger ni pour l'homme ni pour l'environnement. Et là, je Fodé Bangali Fofana. La société minière de Mandiana a récemment enregistré un débordement des eaux provenant de ses installations. Ces eaux contiennent-elles des produits toxiques? Ce débordement survenu la nuit du 15 au 7 septembre dernier, suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur toute la région, aurait causé la mort de 5 veaux retrouvés dans la zone. Pour jeter du cyanure provenant d'une unité industrielle de ce genre, il faut un taux de cyanure watt de 50 inférieur ou égal à 50 ppm. Cette eau qui arrive ici, ça trouve que non seulement il a été neutralisé par l'unité de détoxification utilisée au niveau de l'usine, liée à cette eau. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été obligé de fermer l'autre bassin pour faire le maximum de rétention. Le projet a été ficelé à ce que l'unité sert à détoxifier le cyanure et à le ramener à un taux qui peut être dans les normes
environnementale. Informée de la situation, une mission conjointe composée des inspecteurs régionaux des mines, de l'environnement et du directeur du laboratoire régional de Cancan a fait le déplacement sur le terrain pour voir ce qui s'est réellement passé. Dès qu'on parle d'incident, ce qu'on recherche, c'est les cyanures. Alors, c'est les cyanures qui sont toxiques. Donc, c'est ce que tout le monde recherche. Mais je vous avoue qu'au moment où mon équipe passait, au moment de notre prélèvement, on n'a pas trouvé de cyanure. Il n'y en avait pas. Les résultats sont là. Le laboratoire s'appuie alors sur les résultats de ces analyses pour parler. Et quand désormais les gens doivent parler, il faut qu'ils se rapprochent du laboratoire. Dans cette zone de refoulement des eaux provenant de l'usine, des installations sécuritaires de barbelés sont faites tout autour pour empêcher l'introduction des personnes étrangères et des animaux. Malgré tout, les troupeaux de bœufs et de moutons des éleveurs de la localité continuent toujours à rôder autour de la zone. Avec plus de 60 000 nouveaux cas chaque année et 12 000 décès, le cancer du sein est devenu aujourd'hui un véritable problème de santé publique à travers le monde. En Guinée, les efforts se multiplient pour faire face à la maladie. Rose Espoir est une initiative qui se donne pour objectif de sensibiliser les femmes sur les avantages du dépistage précoce et pour lever des fonds en faveur des plus vulnérables. Amadou Touré, Sedou Bassila. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. En Guinée, la campagne est lancée par l'artiste Sia Tolno à travers l'initiative Rose Espoir unie contre le cancer. Nous sommes là pour ceux qui n'ont pas de moyens. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu mon pays, j'ai dit qu'il faut poser des actes. On est là pour travailler, on va appuyer les actions du gouvernement. Donc je voudrais dire ici, Somagec et l'ONG Rose Espoir, on prendra toutes les dispositions pour qu'en Guinée, on va construire un centre de traitement du cancer avec la radiothérapie. Selon les résultats de nombreuses études scientifiques réalisées dans le monde, plus de 60 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année avec plus de 12 000 décès, ce qui fait du cancer du sein l'une des causes de mortalité chez les femmes. Le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a fait de la santé et de la culture deux piliers essentiels du programme Simandou 2040. C'est pourquoi nous avons engagé un vaste programme de protection sociale de nos artistes et des professionnels de la culture. 1000 artistes, un peu plus de 1000 artistes pris en charge en 2024 à 100%. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. D'où l'importance d'Octobre Rose qui se fixe comme objectif, entre autres, d'informer sur le cancer du sein et les méthodes de dépistage, d'encourager les femmes à réaliser une mammographie tous les 2 ans pour les 50 à 74 ans. La Coordination nationale de la lutte contre le cancer lance également sa campagne de sensibilisation dans les départements ministériels. À l'occasion d'Octobre Rose, le ministère des Postes et Télécommunications apporte de son action au combat. C'est le personnel du département qui bénéficie de cette action qui vise donc à prévenir le cancer du sein, celui du col de l'utérus et à améliorer la santé mentale. Marie-Angélique Bangora. La campagne Octobre Rose pose ses valises au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, à travers le service Genre et Équité et le service Hygiène, Santé et Sécurité. Une rencontre d'échange et de sensibilisation sur la nécessité de prévenir un fléau qui continue de toucher des millions de femmes à travers le monde. Le 30 septembre dernier, nous avons déjà enregistré près de 6 000 cas de cancer et près de 5 000 décès dans notre pays de janvier au 30 septembre 2025. Ce fardeau est dominé par les cancers du sein, du col de l'utérus, du cancer du foie, de la prostate et cancer de l'enfant. En soutenant ces
activités, vous inscrivez votre action dans une vision historique. Par cette initiative de sensibilisation, nous voulons encourager chacune et chacun à comprendre que le dépistage précoce sauve des vies. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus, lorsqu'ils sont détectés tôt, peuvent être pris en charge efficacement. Nous invitons tout le personnel à participer activement aux activités d'Octobre Rose. La ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique salue cette initiative, symbole de solidarité et d'espoir. Dans notre programme de transformation numérique, nous inscrivons la transformation au niveau de la santé. La question du cancer de sein et du col de l'utérus est une question qui nous touche. Il est de notre responsabilité à tous de prendre le train en marche, d'être porte-voix, de dire que ce n'est pas aussi une fatalité. Quand c'est détecté assez tôt, nous avons des chances. Chaque année, près de 2,5 millions de nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués dans le monde. Les participants sont encouragés à adopter des gestes simples mais essentiels, l'auto-examen régulier, la consultation médicale préventive et une attention particulière à la santé mentale, gage d'une détection précoce et d'une meilleure prise en charge. Dans l'actualité encore, la mobilisation citoyenne pour faciliter l'accès des populations de Séguiri au courant électrique. Sur place, il y a une usine de fabrication des poteaux en béton armé qui focalise aujourd'hui toutes les attentions. Et c'est Aruna Kamara qui porte ce projet pour aider l'État à limiter les importations. Un geste aussi pour soutenir les actions du chef de l'État dans la concrétisation du programme Simandou 2040. Yamo Kaba. Sur le corridor Séguiri-Ndoko, une petite escale pour découvrir un modèle d'entrepreneuriat pour le développement durable. La société Aruna Électrique nous ouvre ses portes. À l'intérieur, une usine de poteaux en béton armé. Elle a une capacité de production de 20 poteaux par jour avec une hauteur qui varie entre 9 à 14 mètres. On a des sables, des graviers et puis des ciments. Bon, c'est l'association des produits là qu'on met avec le fer pour mettre dans le moule et qu'on ait le poteau en béton armé. Le métier est profitable pour moi parce que c'est pas aujourd'hui quoi, c'est l'avenir de demain que je suis en train de préparer. Une main-d'œuvre locale composée d'une vingtaine de jeunes se relaie ici pour faire face à la demande. Depuis la mise en exploitation de l'usine en 2012, la production se poursuit normalement à un rythme de plus en plus soutenu. Cependant, sur le terrain, une grande inquiétude freine souvent la production. Notre ambition, produire ici et consommer ici. Si l'État nous porte confiance, on peut dépasser les autres pays en matière de production des poteaux en béton armé. Sur place, on est capable de faire tout afin d'éviter la demande extérieure. Avoir plus de marché, c'est le choix affiché par la société Aruna Électrique qui s'engage à produire des poteaux électriques de bonne qualité. D'autres pays limitrophes sont là en train de demander et nous on est en difficulté pour avoir. Et il y a une entité qui est là qui peut produire plus de 60 voire 70 poteaux par jour. Et si il a le bon contrat, il est assisté par l'État. Pourquoi pas faire face à lui? Il a ces grilles qui peuvent se déplacer, aller partout en Haute-Guinée et déposer les poteaux. La lutte contre le chômage et l'approvisionnement de la Guinée en poteaux électriques de qualité constitue la priorité des responsables de la société Aruna Électrique en vue de promouvoir l'électrification de nos localités. Nous restons encore à Séguiri, qui connaît beaucoup de réformes ces derniers temps. La délégation spéciale vient de donner le coup d'envoi de plusieurs projets structurants, du rond-point Tigibri au giratoire du Camp Carrefour, en passant par la construction de salles de classe dans les districts. Les chantiers se multiplient. Une dynamique saluée par les habitants de la cité aurifère. Moussa Komara. À Séguiri, la dynamique d'aménagement urbain franchit une nouvelle étape. La cité aurifère au cœur de la Haute-Guinée se transforme peu à peu en un espace urbain plus harmonieux et plus moderne. Une renaissance portée par la municipalité a pour ambition faire de Séguiri une ville modèle d'aménagement et de durabilité. C'est le rapport du diagnostic socio-participatif
qui nous a montré que les districts de Fodé-Oulembourg, qui est situé derrière le fleuve Niger, et le district de Kisakole sont des districts qui n'ont pas d'infrastructure scolaire. Donc le Conseil, en sa dernière session, a adopté la réalisation des infrastructures scolaires dans ces districts. Nous avons également pensé à l'aménagement de la ville. Cette opération grandeur nature touchera le rond-point Tigibiri, le giratoire du Kankarefou. Une bouffée d'air frais pour une ville longtemps associée à la poussière et au tumulte des mines. Le rond-point fait 12 mètres de diamètre, ce qui explique à dire 6 mètres de rayon. Des escaliers à une escalade pour atteindre au sommet. Donc l'ouvrage, comme vous le voyez sur le tableau, ça serait pratiqué sans exception. En marge, les travaux de construction de 3 classes réparties dans 2 districts différents, Kisakolin et Gisumako, sont lancés. Les parents d'élèves vivaient des calvaires pour l'éducation de leurs enfants. Donc c'est ça, on n'avait pas d'école primaire à l'avant, le lieu de collège. Donc en tout cas, nous sommes très contents aujourd'hui. En agissant à la fois sur l'urbanisme et l'éducation, la délégation spéciale des Sigiri dégage une vision, celle d'une cité qui se construit, qui s'embellit et respire à la fierté des habitants. Retour à Conakry et nous allons marquer une pause sur le tronçon Amdalaï-Kagbelin qui change progressivement de visage et de priorité grâce à l'implication de nouvelles autorités et au soutien de partenaires. Les jeunes de cette zone bénéficient de projets concrets de formation et d'insertion professionnelle. 500 d'entre eux vont bénéficier donc de ce projet qui concerne les quartiers des 7 communes qui se trouvent sur la route Le Prince. Kadiatou Suleiman Keita. Le tronçon Amdalaï-Kagbelé amorce aujourd'hui un tournant positif sur l'impulsion des nouvelles autorités et avec l'appui des partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. La zone connaît une dynamique de changement axée sur la paix, la formation et l'insertion des jeunes. C'est dans ce cadre qu'une opération d'identification de 500 jeunes est en cours dans les 24 quartiers situés le long de la route Le Prince. Nous sommes fixés l'objectif de prendre tout le monde en charge, embarquer dans la même barque jusqu'à destination. Il faut que les gens comprennent que si on veut se développer, il faut qu'il y ait le calme. Sortir, brûler 200 millions que l'État va engager pour la reconstruction de cette route, casser le marché, s'attaquer aux biens des commerçants qui sont là, ça servira à quoi? Ça ne nous amènera nulle part. Le projet financé par l'UNFPA et mis en œuvre par le Club des Amis du Monde entend doter ces jeunes de compétences utiles pour leur avenir tout en favorisant la paix et la cohésion sociale dans les quartiers concernés. D'ici la fin du mois d'octobre, c'est de parvenir à sélectionner les jeunes au niveau de tous les quartiers sous bien sûr l'encadrement technique de notre partenaire Club des Amis du Monde, faire le profilage, écouter les jeunes sur ce qu'ils veulent en termes de parcours professionnel et les accompagner dans l'apprentissage des métiers. Ces jeunes que vous allez mettre à notre disposition, nous vous assurons que nous allons très bien les encadrer. Mais choisissez les bonnes personnes qui ont été désignées ici, selon les critères, parce qu'on y verra. Cette identification marque une étape clé vers la mise en œuvre des formations qui devraient bientôt démarrer. Une nouvelle page s'écrit ainsi de Amdalaï à Kagbelé, symbole d'un changement de mentalité et d'un engagement fort pour l'avenir des jeunes. Et puis c'est un film qui veut pousser à la réflexion sur certaines pratiques ancestrales qui imprègnent encore les sociétés africaines. Le film Bekantala interpelle les autorités et autres décideurs dans le but de briser le tabou autour de ces pratiques qui constituent malheureusement une réalité bouleversante. Après Conakry, ce long métrage est projeté en salle à Dakar au Sénégal. Abdul Karim Kamara. Madame la sage-femme, dans notre village, le viol est autorisé par les sages du village. C'est par le respect de votre tradition que j'ai accepté de passer ma première nuit avec toi et ton grand frère. D'ailleurs, c'est à partir de cette nuit que j'ai décidé de ne pas me marier. Voilà un film qui a de la surface.
un long métrage dénommé Bekantala. Ici, Moussa Dramé tente de crever l'abcès des comportements rétrogrades qui mettent en péril certaines sociétés en Guinée et en Afrique. Au village de Bekan, il est permis au jeune frère de prendre la virginité de la nouvelle femme de son grand frère. Les amis du mari sont également autorisés d'assister au premier acte sexuel du couple. Je suis allé même dans ces villages-là pour avoir des informations. Et effectivement, c'est un tabou qui ne se dit pas, qui est caché. Il fallait essayer de dénoncer ceux qui pratiquent, qui pensent qu'ils ne sont pas connus. Et voilà, peut-être à travers ce film-là, nous allons partir très loin. Le film est un manifeste pour le droit au bonheur en faveur de la gente féminine, afin de délivrer ces sociétés des pratiques qui se passent au vu et au su de tout le monde, mais restent tabous. D'où le titre Bekantala en Maninka. C'est un très beau film, mais aussi un film qui nous interpelle à agir pour que l'ignorance puisse cesser et que ces pratiques-là s'arrêtent contre les femmes. Dans cet inventaire critique et polémique dressé par la maison de production d'E-All Prod, le village de Bekan bascule finalement dans la tragédie. C'est au public d'apprécier le film. Moi, c'est ma première fois que je produis un film. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et il faut dénoncer et c'est le temps pour nous de mettre fin à ces genres de pratiques. Bekantala est le premier film de d'E-All Prod qui a mis l'occasion à profit de présenter la maquette de la future maison du cinéma qu'elle compte réaliser sur un domaine de 6 hectares à Mafereya. À Dakar, au Sénégal, qui vient de voir une Guinéenne remporter le Grand Prix du Salon du livre féminin qui se tient donc dans la capitale sénégalaise. Aïssatou Tissou Diallo Touré est la lauréate de cette 4e édition avec son œuvre Vivre de bonheur. Le prix récompense la meilleure écrivain de l'année. Ousmane Ba et Youssouf Kamara sont nos envoyés spéciaux. Le prix Nbougoul, qui signifie en Wolof « celle que personne ne veut », est le grand prix du Salon du livre féminin de Dakar. Il récompense la meilleure écrivaine de l'année. La Guinéenne Aïssatou Tissou Diallo Touré est la lauréate de cette 4e édition avec son œuvre « Vivre de bonheur ». Mon deuxième ouvrage, Vivre de bonheur, était en compétition pour le prix littéraire Ken Bougoul. Et je remercie Dieu parce que c'est moi qui l'ai eu, c'est la Guinée qui a remporté ce prix et je suis très très heureuse. C'est un roman, il raconte l'histoire d'une famille dont la vie va basculer et le thème central de ce livre c'est de dire quand notre vie elle bascule, est-ce qu'il faut basculer avec ou il faut rester sur le chemin? Forcément il faut rester sur le chemin et continuer d'avancer. Au-delà de l'exposition et des récompenses, le Salon du livre féminin de Dakar est un espace d'échange et de partage d'expériences. Des écrivaines de différents horizons qui débattent des thématiques pour booster les femmes afin de leur permettre de prendre leur place dans une société patriarcale. Le thème du panel était sororité comme acte de résistance. Donc pour moi, la sororité, c'est vraiment une révolution plus qu'un acte de résistance. C'est de pouvoir vous regarder dans les yeux d'une autre femme, de la voir comme une alliée et non comme une amie. Parce que dans ce monde-là, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en mission contre un système qui a limité nos places. Il s'agissait d'un panel sur la place de la femme en politique, quelle stratégie de résistance. Il fallait donc parler des questions d'accès aux postes de responsabilité, que ce soit aux postes électifs, et quels sont les freins que les femmes rencontrent pour accéder à des postes de responsabilité. Et donc, j'étais sur ce panel avec des expertes, des juristes et des femmes de haut niveau, et nous avons largement débattu sur ces questions-là, à savoir la formation est un point important. Les femmes doivent accepter de se former, de renforcer leurs capacités. Cette 4e édition du Salon du livre féminin de Dakar s'avère un véritable espace où se rencontrent les beaux esprits avec pour ambition de hisser la femme au sommet de la pyramide. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.